salue tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux à l'Apollo Sporting Club. Soirée diffusée en direct sur l'internaute. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent. Alors, commençons tout de suite ce débat. Le lien entre... Pourquoi on l'a intitulé « Je t'aime, moi non plus », c'est que le lien entre le sport et l'art, c'est pas évident en fait. On pourrait croire que c'est évident, mais ça ne l'est pas. Pendant longtemps, hormis quelques exceptions, comme Vaincre à Olympie, le roman de Maurice Genevoix, ou les tableaux cubistes de Robert Delaunay sur le rugby, les documentaires de Leni Riefenstahl sur les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, ou celui de Claude Lelouch sur les Jeux de Grenoble en 1968, ou Michel Vaillant, la BD de Jean Graton sur un coureur automobile. Enfin, à part toutes ces exceptions, il n'y avait ni roman, ni film, ni chanson dont les héros étaient des sportifs. Pourquoi a-t-il fallu attendre que le sport se professionnalise à tout crin et devienne un spectacle de masse générant énormément d'argent pour qu'il commence à devenir un sujet intéressant pour les artistes? Alors donc, ma première question, ce sera pourquoi c'est si récent, à votre avis? Pourquoi on n'en faisait pas avant? Tout gamin, déjà, je me disais pourquoi il n'y a pas de bande dessinée sur le sport. Dès que j'ai commencé à en écrire, j'ai eu l'envie d'en faire. J'ai mis quand même une bonne dizaine d'années à convaincre les éditeurs qu'il y avait un intérêt. Donc c'était clair, hein, il y avait vraiment... ouais. Pourquoi on ne faisait pas d'art sur le sport auparavant? Peut-être parce qu'on considérait que le sport n'avait pas droit de citer dans cet univers-là. Effectivement, c'était une chose bassement corporelle. Là, peut-être ces dernières décennies, le sport a atteint une certaine noblesse, enfin, a gagné en tout cas ses galons. Et donc, on commence à découvrir que c'est un sujet intéressant et qui mérite d'être mis en lumière par des artistes. Peut-être qu'on a aussi beaucoup accès aux archives maintenant. Donc on a beaucoup de supports d'archives. Vous parlez de YouTube tout à l'heure. On peut directement, très facilement, entrer en rapport avec l'histoire du sport, avec tous ces héros. Donc ça donne envie de faire des histoires. Je pense que le grand public a toujours une image du sportif physique, qui n'a pas de cerveau. Et là, ils se sont rendus compte que les sportifs avaient un cerveau. Et que donc, on peut diversifier ce même sportif. Et donc, ça donne des belles choses comme des livres, des films, etc. C'est-à-dire que depuis 30 ans, le sport est passé en audience de masse à la télévision. Il s'est mis à être vu par des millions de gens en même temps. Ça a créé une culture populaire, ça a créé des souvenirs communs. Et tout le monde est vivant le même spectacle en même temps. Les sportifs qui étaient des héros des journaux, d'un seul coup, c'est devenu en direct à la télévision. Il y a eu des images. Et ça, c'est assez récent. Justement, où le sport devient une culture populaire, mélange de sport et de loisirs, de représentation sociale. Et du coup, ça élargit le champ de la narration. On n'est plus dans l'élitisme d'un esthétique sociale. Par rapport au cinéma ou au théâtre, le sport a un avantage, c'est que c'est un spectacle qui s'invente en permanence. On ne connaît pas l'issue, on ne connaît pas la fin. Il y a un suspense permanent, et quand c'est en direct à la télévision, ça renforce encore ce côté-là. Et je pense que c'est ce qui explique aussi le fait que ce soit rentré comme ça dans la culture populaire. Ça a compté énormément. Le Tour de France, c'est comme un film, c'est comme une série. Donc, pourquoi faire un film de quelque chose qui est déjà un film? Ça n'a pas de sens, c'est déjà vu comme de l'art, ça draine les mêmes émotions en fait. Et c'est vrai que pour l'instant c'est un mystère. Pourquoi les Italiens n'ont jamais fait un film sur le football? C'est quand même assez étonnant. On se dit qu'ils auraient su le faire, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y a que les Américains qui savent faire des films d'action de ce type, parce que ce sont des films d'action, les films sur le sport. Oui, mais je trouve que rares sont les bons films sur le sport. Ouais. Je pense qu'on dit que ces films ne sont pas de bonne qualité parce que nous, on connaît les coulisses. On sait comment ça se passe pour de vrai. Les entraînements, les compétitions. Et quand on voit à la télé, ça a l'air si facile ou ça a l'air mal traduit. Pour nous, sportifs, on dit que c'est nul parce qu'on sait la vérité. Et le grand public dit que c'est super. Ils ont vu Invictus, c'est super. Voilà. Alors il y a quand même un produit culturel où tout le monde se dit là c'est quand même très très bien fait. C'est d'ailleurs le produit culturel le plus vendu en France. C'est un jeu vidéo, c'est FIFA 2019. Avant lui il y avait eu FIFA 2018 qui avait été le plus vendu et FIFA 2017 avait été le plus vendu aussi. Et je me demande si le fait que le sport aujourd'hui attire tant les artistes, on a fait tant de livres, de films, on commence tellement à en faire, est-ce que ça n'est pas lié à ça? C'est qu'au fond, il y a beaucoup de pognon à faire. Ce n'était pas forcément le cas, comme le disait Jean-Philippe, du temps où la télévision n'en avait pas fait un loisir de masse, au fond.
FIFA, c'est très intéressant parce qu'il est à la croisée de tous les chemins dont on parle ce soir. FIFA, c'est un jeu vidéo, mais beaucoup, et de plus en plus, considèrent que le jeu vidéo est un sport. On va voir les gens jouer aux jeux vidéo. En plus d'une culture, le Paris Saint-Germain vient d'ouvrir une équipe, enfin même il y a 2 ans, 3 ans, vient d'ouvrir une équipe de e-sport, de sport électronique. Et tous les clubs français rentrent dans la cadence. Pour le grand public, FIFA, c'est de se mettre dans la peau d'un joueur. Moi, si je peux être Cristiano Ronaldo pendant 10 minutes, un quart d'heure, et au final ça a duré 10 heures, bah, je suis heureuse. C'est une des données du sport, c'est que c'est une compétition. C'est un spectacle, un effort physique et une compétition. Donc dans FIFA, l'effort physique peut-être, mais il y a au moins la notion de spectacle et de compétition. Ma question provocante de la soirée, ce sera quand même... Est-ce que quand on fait un livre sur le sport, un roman, un film, est-ce que c'est un genre? Est-ce que ça commence à devenir un genre puisqu'il y a une recrudescence? Ou est-ce que ça n'est qu'un produit dérivé? Après tout, on peut faire de bonnes choses, hein, c'est pas incompatible. La peinture italienne de la Renaissance, c'est des produits dérivés du christianisme qui marchait très bien aussi. Aujourd'hui, on sort un livre sur le MMA, donc on fait toute l'histoire du MMA, les combattants. Bon, c'est très bien, ça va être instructif pour les gens qui se passionnent. Voilà, mais on ne fera pas avancer la littérature avec ça. C'est pas le sujet, c'est pas le propos. Je pense qu'on écrit avant tout pour retrouver une émotion. Quand le sport, on a parlé, quand on parle de FIFA, pourquoi FIFA marche si bien? Parce qu'effectivement, on entre en empathie, on devient les joueurs devant lesquels éventuellement on a rêvé. Quand on écrit, on est dans une sorte de nostalgie peut-être, mais surtout dans un côté passeur. Voilà, on prend une histoire qui nous a tellement touchés en disant il faut absolument que vous connaissiez cette histoire-là, ces sportifs, l'émotion qu'ils nous ont fait vivre. Je pense que non, il y a un vrai rapport aux auteurs aujourd'hui qui est vraiment de s'intéresser au sport dans l'émotion qu'il fait naître, dans sa gestuelle, dans énormément de choses, de le passer vers le grand public. Et aujourd'hui, il n'y a plus de critique pour dire c'est du sport, je te fous rayon sport, et puis j'en parle pas comme de la littérature. Le fait que le sport soit devenu populaire avait suscité aussi une sorte de mépris des élites qui ne voyaient dans le sport, qui n'exaltaient le sport quand il y a des valeurs viriles, des valeurs guerrières. C'est d'ailleurs une société de mecs, beaucoup. Et au fait, aujourd'hui, on découvre que le sport est un territoire d'expression de personnalités formidables. On va chercher dans le sport des personnalités, des narrations, des territoires dont le sujet n'est pas forcément le sport lui-même, c'est le contexte, mais comme en politique, comme ailleurs, le sport devient le creuset dans lequel des narrations s'inscrivent. Un sportif, on a une très très mauvaise image de lui. Et parfois, il n'est pas capable de l'exprimer. Mais croyez-moi, pour aller sur un terrain de tennis, pour écouter les conseils, les ordres stratégiques d'un entraîneur, il faut en avoir dans la tronche. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Il faut connaître à la fois son corps, connaître les gestes et connaître encore une fois une stratégie. Je pensais c'est vraiment exactement la même chose. Moi, je me suis attaqué à un mythe, une légende, à Bébé Bikila, premier champion olympique d'Afrique, courant pieds nus. Enfin, on est vraiment dans la construction de la légende de l'homme capable de courir du lever du soleil au coucher du soleil. En même temps, le sport, c'est vraiment culturel, hein, au sens propre du terme. C'est-à-dire que selon le pays, le milieu et l'époque où l'on est né, on va faire du baseball ou de la boxe ou du foot ou du water-polo. Ou du polo, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment culturel en ce sens-là. Mais est-ce que c'est pour autant artistique ? Je pense que ça dépend beaucoup de la qualité du sportif en lui-même. Enfin, tous les sportifs deviennent pas des œuvres d'art. Au contraire, il y en a très peu. C'est peut-être ceux qu'on appelle les champions. Un grand crawler, il sent ça sur son corps. Il le restitue pas pour la foule puisqu'il est dans l'eau, mais pour lui. Enfin, il est dans le tunnel. Il est dans. Ouais, je pense qu'il y a pourquoi ce domaine ne serait pas aussi producteur artistiquement que celui de la musique. Enfin, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est signé, c'est-à-dire dont on reconnaît l'auteur comme un geste quasiment déposé parce que c'est le sien. Donc je pense que certains sportifs ont une espèce de signature comme ça, corporelle, qui s'appelle le style. Voilà. Non seulement ils ont un style, mais surtout il y a des inventions pour répondre à votre question. Il y a des artistes sportifs qui inventent des gestes. Zidane invente une roulette. On la connaît. La roulette de Zidane, c'est une invention. Moi, j'essaye de faire de l'art en sautant à la perche le mieux possible. Et je ne vous cache pas qu'on travaille des choses de souplesse, de gym, pour arriver à une position parfaite. Comme une danseuse. Tout à fait.
Voilà. Dans l'art, vous avez besoin de savoir ce qu'ont fait vos prédécesseurs et pas dans le sport. Pas dans le sport, non. Non, surtout pas. Moi, si je prends encore une fois ma discipline, si je regarde à l'époque, ils sautaient avec des perches en bambou dans le sable, autant vous dire que j'aurais pas fait du saut à la perche. Donc voilà. non, nous, c'est l'inverse. La perche, faut voir devant. Donc notre référence, ça va être Renaud Lavillenie. Voilà. J'ai pas un point de vue super arrêté là-dessus, mais je constate, à force de côtoyer des sportifs, que pour certains d'entre eux, à partir du moment où ils prennent une dimension importante dans leur sport, ils se mettent à s'intéresser à l'histoire de leur sport. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais en revanche dans la boxe c'est différent. Et de tout temps, les grands boxeurs savaient comment étaient, même s'ils ne les avaient jamais vus combattre, on leur avait dit, on leur avait expliqué. Mohamed Ali, par exemple, sait exactement comment se battaient tous ses prédécesseurs. On sait bien que le sport, on l'a dit tout à l'heure, c'est en direct que ça se vit. Donc dès que c'est passé, forcément, ça n'a pas obligatoirement la même valeur. Alors quand on lit un livre ou qu'on regarde un tableau pour la première fois et qu'on découvre l'œuvre de quelqu'un, on ressent toujours cette émotion-là. Donc il y a quand même ce problème d'accessibilité. La plupart du temps, on revoit ces belles actions pour se remettre dans le bain et avoir cette adrénaline avant de repartir à la compétition. Moi, je sais que mes 4,50 m, les premiers, je peux les regarder 10 fois, 100 fois. Et bon, j'arrive pas toujours à refaire la même chose, mais je repars avec cet état d'esprit que j'avais, parce que je me souviens très bien dans quel état d'esprit j'étais. Et j'essaye de recomposer ce jour parfait pour ressauter pareil. Et des fois, ça marche. Mais je crois que ça a été théorisé scientifiquement. Enfin, maintenant, on fait beaucoup de science avec l'entraînement sportif. Et je crois qu'il y a un chercheur qui a vu que il y avait les fameux neurones miroirs qui rentraient en action dans ces moments-là. Donc, l'entraînement, maintenant, pourrait consister à simplement regarder des performances exceptionnelles. Au fond, très souvent, on préfère la légende à la réalité. Mais très souvent, alors je ne sais pas vous deux, parce que je ne connais pas ni Martina Hingis, ni le vainqueur du marathon, je me demande, est-ce que vous avez un peu arrangé les choses pour que ce soit moral, pour que ce soit bien. Et là où ça me frappe, par exemple, c'est Jesse Owens. On n'a pas arrêté de faire des films, puisque vous en parlez, on fait des films sur Jesse Owens, et systématiquement, les films sur Jesse Owens sont faux. Ils sont faux, pourquoi ? Parce qu'il y a cette légende, comme quoi Hitler a refusé de le saluer quand il a gagné. C'est faux. Jesse Owens l'a raconté dans son autobiographie, Hitler l'a salué, simplement comme il saluait trop manifestement les sportifs allemands, le comité olympique lui avait dit d'être plus... Donc il n'a rien fait, il lui a fait un petit signe quand il est rentré. Il n'y a qu'un type qui n'a pas salué Jesse Owens, c'est le président des États-Unis, c'est Franklin Roosevelt, qui a refusé de le recevoir parce que c'était un noir. Voilà, et qu'il allait se présenter aux élections et qu'il ne voulait pas se fâcher avec les États du Sud. Mais ça, personne ne le dit jamais. On dirait que quand vous faites du sport, le sport, ça doit être beau, ça doit être légendaire, les méchants sont méchants, les bons sont bons. Roosevelt, il est forcément gentil, et Hitler, il est forcément méchant. Et je me demande si vous ne tombez pas un peu dans la légende un peu gnangnan, très souvent. Est-ce que vous n'en avez pas la tentation, au fond ? La récupération, elle ne se fait pas tant par des artistes, mais par la société civile qui, d'un seul coup, voit émerger des symboles et qui sont tout de suite utilisables dans la vie politique. On l'a vu en 98 avec la France Black Blanc Beurre. Mais même la construction des Jeux Olympiques repose là-dessus. C'est la guerre sans la guerre. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de symboles qui sont des symboles qui touchent à la société. Oui. Est-ce que la vraie histoire d'un sportif se vendrait bien ? Celui qui s'est entraîné pendant 4 ans et qui prépare les Jeux Olympiques, qui arrive aux Olympiques, qui finit que 4e et qui repart sur une Olympiade et qui se blesse la veille des JO et entre-temps il a perdu sa mère, est-ce que c'est quelque chose qui se vendrait ? Il y a un truc qui se vend très bien, c'est les séminaires de management par les sportifs. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Les ménages, oui, comme tu dis. Les ménages de sportifs. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça devient, dans tous les séminaires de toutes les entreprises, on fait venir des héros, des coachs, des assets, selon le rôle qu'on va leur faire jouer. Et c'est aussi parce que c'est une simplification du monde. Sans doute, oui. Dans les valeurs, est-ce qu'il n'y en a pas une qu'on met toujours sous le boisseau ? C'est quand même le chauvinisme, le nationalisme, parce qu'il y a aussi ça derrière le sport, et qui est omniprésent. Au fond, on a l'impression tout le temps que le sport, c'est la guerre par d'autres moyens. Le chauvinisme, on devait avoir un invité ce soir potentiellement qui avait écrit Le football, une peste émotionnelle, carrément. Oui, il y a des exemples où ça a pu servir, ça, mais c'est la politique qui se sert du sport. C'est pas le sport qui en soi est intrinsèquement chauvin, fasciste, ou fait naître toute la gamme des plus basses émotions. Le chauvinisme, c'est la projection
de la société, derrière ces héros ou pas. Mais c'est pas forcément, c'est rarement le sportif lui-même qui porte ces valeurs-là. Moi, ma plus grande émotion devant un spectacle sportif, j'étais tout petit, c'était devant Mexico en 68, c'est quand je vois Smith et Carlos qui lèvent le poing. Et là, je me dis, putain, là, ça devient sérieux. Jusque-là, pour moi, c'était de la rigolade de courir. C'est pas des trucs très sérieux. Tout à coup, ils lèvent le poing, et je sais qu'en levant le poing, ils perdent tout. C'est-à-dire que c'est fini. Tout est fini pour eux. Et où c'est Mohamed Ali qui va en prison, parce qu'il refuse d'aller au Vietnam. Et il perd tout. Et je me dis, voilà, moi, c'est là où les sportifs me bouleversent. Quand ils sont prêts à tout perdre, comme ça, au plus haut au firmament. Pas seulement... ils sont au firmament et ils perdent tout. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi.